Autour de la grande table critique, Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO Gazette et productrice sur cette antenne d'affaires en cours. En cours. En cours, pas à suivre. Et Anna Sigalevitch, critique et journaliste. Nous parlons de l'actualité du spectacle. Dans quelques instants, on parlera d'un Oedipe, mis en scène à l'Opéra de Paris par Wajdi Mouawad. Mais tout de suite, un spectacle qui avait fait parler de lui avant que toutes les salles ne ferment. Cette illusion perdue, mise en scène Pauline Bale. Au départ, il y a bien sûr le roman de Balzac, publié à la fin des années 1830. L'histoire de Lucien de Rubempré, jeune homme pauvre, aspirant poète, qui monte de sa campagne à Paris la tête pleine de rêves. Lâché par sa maîtresse qui craint la disgrâce, il se corrompt peu à peu dans le journalisme et le monde. Sur scène, seulement une poignée d'actrices et d'acteurs, pas de décor, presque pas d'accessoires, 2h30 de dialogue. On écoute tout de suite un extrait. Regardez comme les gens sont beaux. Monsieur, votre réputation vous précède. Je suis heureuse de vous rencontrer. Enfin. Lucien, voici ma cousine, la marquise d'Espard. Madame, c'est un honneur. Voici donc, chère cousine, le poète dont nous sommes fiers, Lucien de Rubempré. Alors c'est vous, l'auteur des remarquables sonnets que j'ai eu le plaisir de lire. Oui, madame. Il faudra que je vous présente l'un de vos confrères et un ami très cher, monsieur de Canalis. Canalis? Le poète? Oui, mon cher. Madame d'Espard est une amie proche de monsieur de Canalis. Madame, je serais honorée de pouvoir rencontrer ce parangon de la comédie. Vous êtes charmant. Venez dîner chez moi lundi soir prochain. Ce bon Canalis sera là, ainsi que certains autres de nos tyrans littéraires, les jeunes poètes en vue et les éditeurs qui les protègent. Vos bontés, madame, me condamnent à n'avoir que des succès. Les gens nous regardent. Oui, c'est normal, personne ne vous connaît ici. Les gens vous regardent, Anna Sigalevitch. Et tout le monde vous connaît ici. Alors, Les illusions perdues par Pauline Bale. Eh bien, chère Lucille, moi, c'est le dernier spectacle que j'avais vu dans le monde d'avant, si on peut dire comme ça. Voilà, parce qu'il était d'ailleurs à l'époque programmé à La Dispute le lundi. Et le lundi a été le jour du confinement. Et j'ai dû le voir, je ne sais plus, le jeudi ou le vendredi. Enfin, vraiment, juste avant que tout ferme. Il y avait déjà une ambiance particulière dans le théâtre. On était collés les uns aux autres au théâtre de la Bastille. Et on hésitait un peu à se serrer la main, à se faire la bise. Mais bon, voilà, on était quand même collés les uns aux autres sans masque. Et je dois dire que je gardais un souvenir ému du spectacle. Et j'avais un peu peur de le revoir, parce que je me dis, est-ce que tout ce qui s'est passé avec masque, ça va passer aussi. Et puis, est-ce que tout ce qui s'est passé n'a pas mythifié finalement le spectacle? Parfois, on garde des souvenirs un petit peu décalés ou disproportionnés. Bon, voilà, ça c'est le petit préambule un peu long, mais non, pas du tout. Je dois dire que j'ai revu le spectacle avec la même émotion et pour les mêmes raisons, parce qu'en comparant mes notes d'avant le confinement et d'après, c'est strictement les mêmes. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît avant tout, c'est la vitalité qui se dégage de ces 5 acteurs qui en jouent 20, comme vous le disiez. Il y a vraiment une vitalité sur scène et une foi dans ce qu'ils disent qui emporte. C'est une distribution qui est étonnante parce qu'on n'est pas du tout, en tout cas moi, dans l'imagerie que j'avais des personnages des illusions perdues. Alors, bien sûr, Lucien, c'est un homme, là, il est joué par Jenna Thiam, une femme, donc bien sûr, ce n'est pas ce que j'avais en tête, mais même au-delà de ça, je veux dire que je trouve que la distribution n'est pas du tout dans l'évidence à aucun moment, et ce qui est beau, c'est qu'il y a une telle énergie des acteurs et une volonté de faire théâtre, et c'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas d'évidence dans l'incarnation des personnages que ça peut exister. Ça existe à plein d'endroits. Dans le dispositif qui est extrêmement simple, comme vous le disiez, Lucille. Enfin, donc au début, il y a Jenna Thiam qui est en scène, qui dit un poème. Bon, c'est Lucien. Madame de Bargeton l'applaudit de la salle, elle est dans la salle. Il y a le début, puis ensuite on change de dispositif assez rapidement pour passer en quadrifrontal avec tout le monde autour. Et en fait, les acteurs, tout le temps, vont être au bord de la scène, rentrer dans l'arène, parce que c'est vraiment l'arène de Paris qui se joue. C'est un carré vide. C'est un carré vide. Complètement vide. Voilà, vide, un carré où on observe et où on est observé, c'est les deux. Et le fait que ces 5 acteurs, en fait, en jouent 20, c'est très intéressant, je trouve, parce que ça complexifie, en fait, leur psyché. Et on se dit, oui, là, elle joue un tel ou un tel, mais on l'a vu jouer autre chose. Et donc, ce qui
ce qui peut paraître au départ un tout petit peu simple, évident, brut, direct et franc, c'est toute la beauté parce que les couches se rajoutent et l'histoire se densifie et se complexifie peu à peu pour vraiment l'emporter. Pauline Bale, elle avait utilisé ce type de dispositif pour un double spectacle qui était l'Iliade et l'Odyssée, je crois, qui continue à tourner, donc guettez les dates. Et c'était un peu le même système avec un plateau nu, une poignée d'acteurs qui jouent tous les personnages de l'épopée, avec cette même foi. Il y a en effet ce truc d'énergie qui est quand même assez impressionnant, la vraie croyance dans juste le plateau, quoi. Marie Sorbier. Oui, puis il y a un vrai plaisir de théâtre. Alors, ils ont un plaisir de théâtre à jouer, ça se sent, ils nous le transmettent, c'est quand même très généreux et ça fait du bien en tant que spectateur de recevoir ça. Et il y a le plaisir du spectateur d'être là, d'être au théâtre, de regarder du théâtre en communauté. Vous l'avez dit, il y a ce petit effet du départ où on a l'impression que la salle est en dispositif normal et puis au bout de 5-10 minutes, c'est assez rapide, le rideau se lève et on s'aperçoit qu'il y a des spectateurs aussi de l'autre côté et on se retrouve dans une arène. Tout le jeu de qui regarde quoi, je trouve ça assez bien trouvé pour ce spectacle-là et sur ce texte-là. Tout ça, oui, ça fait théâtre. Elle sait faire du théâtre, Pauline Bale, ça, on ne peut pas lui reprocher. J'ai eu un vrai plaisir, moi, de spectatrice. Après, j'ai l'impression qu'avec le temps, ça s'émousse un tout petit peu. Je perds peut-être l'émotion. Alors, je ne sais pas s'il y avait de l'émotion, en tout cas me concernant, mais je perds le plaisir dans ma tête, intellectuel de ce spectacle. Peut-être parce que je l'ai trouvé, au final, un peu gentil, un peu lisse, un peu didactique. Alors, c'est pas un gros mot du tout dans ma bouche, parce qu'on était entouré de lycéens le soir où j'y étais et qui n'avaient certainement pas lu ce texte de Balzac et qui l'ont reçu eux aussi en pleine figure et qui ont été assez passionnés par cette histoire. Donc c'était beau à voir cette façon de passer un texte, ça marche. Mais peut-être que ça m'a manqué un peu de chair au sens un peu de tripe, quoi. J'avais envie que ça salisse un peu. Alors juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Lucille, en effet, ces plateaux nus, elle utilise... pas grand-chose, mais quand même, elle utilise les artifices du théâtre. C'est-à-dire c'est un plateau nu, mais sur le sol du plateau, on finit par s'apercevoir qu'il y a une espèce de poussière, ça vole un peu, la lumière met en valeur ces particules qui se volent jusqu'au moment où, pour salir justement un des personnages, nos héros à la fin, de l'eau tombe sur ce plateau et on s'aperçoit évidemment que ça forme de la boue. Elle aime travailler aussi avec cette matière-là et ça fonctionne. C'est-à-dire le peu d'effets qu'il y a, ils sont assez beaux, ils sont assez forts et c'est ça aussi qui fait théâtre et le plaisir du théâtre. C'est-à-dire non pas une avalanche de scénographie et d'effets, mais 1 ou 2 ou 3 très bien placés en 2h30. Et j'avais un sourire en fait de spectatrice en disant bah oui, ça marche, c'est fort, ça passe. Je vous rejoins peut-être sur l'adaptation du texte de Balzac. Moi, je ne l'ai pas relu, mais j'avais le souvenir d'un roman assez charnel, avec beaucoup d'ambiguïté, notamment autour de ce personnage de Lucien de Rubempré. Là, en l'occurrence, c'est évidemment la scène qui fait ça et l'adaptation dialoguée. Elle a voulu absolument, c'est un parti pris, utiliser principalement les dialogues du roman. Ça lui donne une sorte de trajectoire un peu toute linéaire à ce personnage qui est vraiment une victime, alors que c'est plus ambigu, me semble-t-il, dans le roman. Et moi, je vois moins que vous, Anna, cette ambiguïté dont vous parliez dans l'incarnation des personnages. Je les trouve peut-être un peu figés, alors que peut-être le roman de Balzac, c'est moins dithyrambique sur ses héros. Moins dithyrambique. Alors, est-ce qu'ils sont figés ? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils campent tel personnage et on voit les ficelles. Mais justement, moi, je trouve que c'est réussi parce que, au fil de la représentation, ces ficelles qu'on a vues complètement se mettre en place, elles se désintègrent et il y a la vie et l'humanité de ces personnages qui ressort, je trouve, malgré tout, de façon assez forte. Dans l'adaptation, certes, bah oui, mais toutes les descriptions, ça va évidemment. Il y en a une au début, on est un peu frustré qu'il n'y en ait pas d'autres, parce que c'est tellement beau. C'est tellement la langue beau, de Balzac. C'est sûr. Après, je trouve que c'est intelligent d'avoir fait jouer à tous les acteurs, le narrateur aussi, par moments, qui font de la salle. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il faut choisir. Ça fait 700 pages. Gros, oui. Là, ça dure 2h30. C'est déjà quand même très dense. Ce qu'elle a choisi, c'est clairement aller du côté de l'énergie des acteurs, des dialogues qui se jouent. Et de la satire, c'est vraiment ça, son truc. C'est de la la question satire, de la satire d'un monde qui est le milieu mondain du journalisme et de la critique. Exactement, parce qu'elle se concentre vraiment en plus sur la deuxième partie. Parce que, il faut rappeler peut-être que le roman est en 3 parties. La première partie, les 2 poètes durent un peu moins de 100 pages. Ça, c'est évacué vraiment en,
je sais pas, je dirais un quart d'heure, Oui. 20 minutes, Ouais. quelque chose comme ça. Enfin, on a Madame de Bergenton qui est amoureuse de Lucien, il file à Paris, il dit coucou à Ève, sa sœur, et ciao, quoi. Donc on arrive, blam, donc 100 À pages Paris. évacuées à peu près en, je sais pas, je pense 3 d'un point de vue théâtral, mais ça fonctionne très bien. Après, il y a cette deuxième partie là qui est le cœur du spectacle, enfin qui est même voilà l'essentiel du spectacle, mais qui est assez juste parce que le personnage de David Séchard, qui est important dans le roman, pour moi, il est vraiment incarné par Daniel D'Arthez qui incarne le Cénacle et toute cette communauté bienveillante, entre guillemets, enfin en tout cas, oui, les gens de bien. Les libéraux. euh, C'est les libéraux au début. oui, mais c'est surtout les gens de bien, Mm. en fait, Mm. qui mettent l'honneur, la vertu, la noblesse des idées au-dessus de la gloire et de... Ah, les étudiants, là, vous parlez des Oui, étudiants. je parle Pardon, des je étudiants, confonds les noms. ouais. Et donc, ça, je trouve que c'est quand même très bien traité. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé, peut-être qu'il ne faut pas dévoiler, mais cette troisième partie qui n'est pas traitée, à part dans les 5 dernières minutes avec l'arrivée de Vautrin, c'est quand même... On attend peut-être une suite. Peut-être. Marie Sorbier. Oui, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur la distribution, c'est-à-dire le fait que Lucien soit joué par une femme. Les 5 premières minutes, évidemment, on se demande pourquoi, le choix, pourquoi elle, comment, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle essaie de dire là-dedans. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on oublie très vite. C'est-à-dire qu'elle incarne tellement Lucien, qu'elle devient Lucien et que c'est plus une question. Et ça, et d'ailleurs c'est assez vrai pour tous les personnages de la distribution, c'est vrai, on absolument. s'en moque totalement de savoir s'ils sont des femmes, des hommes, qui incarnent qui, à partir du moment où on comprend, et par des choses très simples, ils sont tous à vue, hein, il faut dire, ils repartent pas en coulisses, ils sont là, on les voit, ils s'assoient sur des chaises, ils se changent à vue et passent d'un personnage à l'autre comme ça fonctionne très bien, c'est très clair, je trouve qu'il y a une dramaturgie qui est, alors en effet peut-être un peu linéaire, mais en tout cas elle est nette, donc on les suit avec plaisir, et cette histoire de genre qui aurait pu apporter une couleur, ou en tout cas un feuilletage un peu différent à ce roman, elle n'est pas tombée, je trouve, dans cet écueil-là. Elle a pris un acteur pour ce qu'il est, ou une actrice pour ce qu'elle est, c'est-à-dire ce qu'elle peut jouer et incarner. Et ça, c'est très bien fait. Et c'est aussi, je trouve, ça témoigne de sa foi dans l'acteur, en fait, donc ce que ça veut dire jouer. Et cette actrice dont j'ai oublié le nom, mais dont je vais le dire tout de suite, Jenna Thiam, elle est quand même assez 2h30, incroyable. hein, Elle tient 2h30, 2h30. Et elle est Lucien. Moi, j'y croyais au bout de 5 minutes, elle l'était, et je l'ai suivie totalement dans toutes ses pérégrinations. Et ça, c'est assez beau. Et deuxième remarque, peut-être juste pour finir, alors je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais moi, j'avais une position un peu... compliqué face à cette histoire, parce que ça parle quand même des critiques avec les artistes, c'est notre vie quotidienne, c'est ce qu'on fait tous les jours, et de réentendre les punchlines de Balzac, parce que quand même j'avais envie de noter à peu près une phrase sur 3 en disant génial, c'est tellement bien dit, c'est tellement bien formulé, il faut que j'arrive à la retenir et la ressortir, la réentendre incarnée par ces journalistes et par ces faux semblants, cette amitié, ces gens qu'on aime et qu'on déteste tout à la fois, et puis l'un après l'autre, moi j'y ai pris un plaisir assez grand. Ils sont quand même beaucoup plus méchants que nous. Je vous laisse... Illusion perdue, d'après Balzac, un spectacle de Pauline Bale. C'est en ce moment au Théâtre de la Bastille à Paris, puis la tournée se poursuit. Je cite juste quelques dates, le 23 novembre à Évreux, début mars à La Rochelle, puis Vendôme, Angoulême au printemps. Toutes les dates sont sur le site de l'émission. France Culture, 12h, 13h30, la grande table critique. Lucille Como. Dans quelques instants, nous parlerons d'Oedipe, créé à l'Opéra de Paris, mais tout de suite un petit coup de cœur d'Anna Sigalevitch pour un nouveau lieu qui ouvre ses portes à la Philharmonie de Paris. Oui, c'est la Philharmonie des enfants qui va ouvrir donc mercredi prochain, le 29 septembre. Alors j'ai pu faire la visite avant-hier avec la directrice de la Philharmonie des enfants qui s'appelle Mathilde Michel Lambert. C'est un projet qui vraiment tenait à cœur depuis très longtemps à Laurent Bayle, depuis de nombreuses années. Ça a été, ils ont commencé à travailler dessus il y a plus de 3 ans. Hein, donc voilà, c'est vraiment, c'est pas un petit projet, c'est un projet important et ambitieux. Et je dois dire que la proposition est très étonnante parce que, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que ce soit un lieu différent des lieux habituellement dédiés à la jeunesse. Donc, par exemple, ils ont fait appel à des artistes qui ne sont pas spécialement des spécialistes, hein, si je puis dire, des enfants, hein, comme Pierrick Saurin, Babix, Vladimir Anselme. Enfin, il y a plein d'esthétiques qui
très différent. Et l'idée est plus que de montrer, d'expliquer aux enfants des musiques et des codes établis, c'est vraiment de les faire ressentir, de les faire éprouver par eux-mêmes l'univers des sons et de la musique. Alors d'ailleurs, c'est pas du tout centré sur, disons, la musique occidentale ces 3 dernières décennies, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment une approche à la fois ethnomusicologique et avec plein d'esthétiques différentes de la musique. Et puis, c'est à la fois c'est très conceptuel. Hein, c'est assez intello. Hein, on sent qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup réfléchi à tout ça. Mais je pense, j'espère, mais je crois que pour les enfants, c'est de l'ordre de l'expérience vraiment sensorielle et concrète. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on entre dans la Philharmonie des enfants, qui est au premier étage de la Philharmonie. Ça fait 1000 mètres carrés. C'était un endroit qui était vacant. Et donc, on entre par un couloir qui est fait de tentacules qui absorbent le son. C'est des tentacules de voix. Donc, on commence par faire l'expérience du son absorbé. Puis, piouf, on arrive sous une yourte, où là, c'est le son réverbérant. Et là, on arrive sur une grande place. Et puis, les enfants, à ce moment-là, sont complètement libres. Ils peuvent absolument vaquer à leurs occupations de façon indépendante, parce qu'il n'y a pas celui qui sait et que celui qui ne sait pas. Comme on ne leur explique pas des choses, c'est eux qui découvrent, qui appréhendent. Ça va être potentiellement le gros bordel. Ah, ça, je sais pas. Mais c'est des visites qui durent 1 heure. À voir. Je pense que c'est un petit peu organisé quand même. Oui, j'imagine. En tout cas, voilà. Et donc, il y a 5 univers qui sont proposés. Il y a la forêt des sons, les machines sonores, en scène, des voix par milliers, par ici la musique. Et à l'intérieur de chacun de ces univers, je vais peut-être vous donner 1 ou 2 exemples. Par exemple, dans Machine sonore, on pourrait dire il va y avoir un violon, une contrebasse et une flûte. Eh ben non, pas du tout. C'est des machines complètement abstraites et l'enfant doit faire des gestes qui produisent alors des cordes frottées, des cordes pincées. Il y a une espèce d'immense machine qui fait une machine à vent en fait, qui s'apparente à la flûte. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses sont pas préétablies et l'imaginaire de l'enfant peut complètement se développer librement. Donc je crois qu'ils ont fait pas mal de ce qu'on appelle test and learn pour expérimenter avec les enfants et voir comment ça prenait, parce que parfois ce que conceptualisent les adultes, c'est bien gentil, mais ça marche pas forcément avec les enfants. Et là, je crois que ça marche très bien. En tout cas, c'est une proposition qui est très originale et qui qui embrasse la musique dans tout ce qu'elle a et qui nous emmène aussi dans le monde entier. Il y a une très belle salle, une map monde géante où on peut entendre des musiques de partout. Je trouve que c'est audacieux comme proposition. La Philharmonie des enfants, c'est donc à la Philharmonie de Paris et ça ouvre mercredi 29 septembre prochain. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. L'Opéra de Paris ouvre sa saison lyrique avec une création, une œuvre méconnue et un metteur en scène qui n'est pas un habitué des plateaux d'opéra. Grande curiosité donc pour Oedipe, une œuvre signée Georges Enesco, compositeur de la première moitié du XXe siècle, qui a vécu entre sa Roumanie natale, Vienne et Paris. Il y a composé une œuvre qu'on connaît surtout de chambre, mais aussi donc cette Oedipe sur un livret d'Edmond Flegg d'après Sophocle, créé en 1936. C'est l'histoire, mythe entre les mythes, d'une malédiction, celle qui s'abat sur Laios, violeur d'enfants, à qui Apollon annonce que s'il devient père, son fils le tuera et possédera sa propre mère. Oedipe naît bien des années après. Confié à un berger, il disparaît, mais la prophétie est la plus forte. Et alors qu'il est devenu un adulte puissant et torturé, Oedipe finit par croiser Laios sur son chemin, le tue et épouse Athèbes, Jocaste au bras blanc. Sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris, le spectacle mis en scène par Wajdi Mouawad ouvre avec un prologue simple devant rideau qui rappelle l'histoire. Puis la scène est vite investie, des éléments de décor simples et géométriques figurant tantôt les murs de Thèbes, le carrefour aux 3 chemins ou encore une fontaine athénienne, des costumes très fastes et colorés, des coiffes végétales et grandes tuniques, un chœur quasi omniprésent et me semble-t-il beaucoup d'idées. On commence par cette mise en scène, peut-être Marie Sorbier, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Mouawad qui met en scène Oedipe, ça semble tellement évident. Enfin, pour ceux qui ont pu déjà assister à des spectacles de théâtre de Wajdi Mouawad, on a l'impression qu'il a déjà monté Oedipe 1000 fois, ou alors qu'il n'a monté qu'Oedipe. Alors, quand j'ai vu cette mise en scène, même je me suis mis à douter en disant mais combien de fois ça fait qu'il monte Oedipe. C'est vraiment très proche de son univers, dans le sens où, dans ses propres textes à lui, Wajdi Mouawad, c'est aussi un auteur, hein, il écrit ses propres textes de théâtre. Il y a toujours des histoires de viols d'enfants, de relations fraternelles et malédictions des familiales. malédictions Ouais. terribles, les fils tuent leur père, des accouchements sont atroces. Enfin, il est dans la tragédie, il baigne dans la tragédie, c'est un tragédien. Donc, ça semble, a priori, sur le papier, comme ça, un choix très évident. L'intérêt pour moi de cette mise en scène, c'est vraiment l'ajout du prologue. Vous venez d'en parler. C'est un prologue en voix off, donc on entend sa voix, très simple au niveau de la mise en scène, mais très efficace, où justement il met en scène ce viol primordial que parfois on oublie dans l'histoire d'Oedipe. On connaît bien On ne sait plus pourquoi. On ne sait plus pourquoi il est maudit, ce pauvre Oedipe. Mm. Et là, en fait, il le Elle s'ancre. remet. Le prologue est assez court, hein, doit durer 10 minutes, je ne sais pas, un quart d'heure, mais on entend très bien, il recentre exactement, on repart de la généalogie. On voit ce viol d'enfant, donc de son père, et la malédiction. Ce qui pose en fait le spectateur, et c'est assez intéressant, dans la position du sage. C'est-à-dire le sage dans l'Antiquité, c'est celui qui sait ce qui s'est passé et qui sait ce qui va arriver. Et on a une position supérieure face à ce pauvre Oedipe qui, lui, ne sait pas du tout pourquoi il est damné. En tout cas, il porte cette malédiction, il l'oublie un peu et puis ça revient quand même vite, mais il ne sait pas. Esthétiquement, pour revenir à votre question sur la mise en scène, ça oscille, je dirais, entre le bucolique punk et un peu la fable écolo Heroic fantasy. d'anticipation désuète. Il y a tout ça en même temps. On sent qu'il s'est fait plaisir dans la mise en scène et ça fait plaisir C'est aussi très riche, à il voir. faut le dire. C'est Très extrêmement riche. Les tissus, les matières, Les couleurs, c'est assez, les déplacements c'est sur assez scène. étonnant. Et puis on sent aussi le plaisir de jouir des moyens de l'opéra. Oui, Dont de il la grande embrasse. salle, On n'a jamais autant de monde sur scène. Moi, j'ai pris Ouais. un plaisir dingue. Alors, je ne sais pas combien ils sont en tout sur scène à des moments, mais c'est vraiment des foules. La foule de Thèbes, elle est là, on la voit jamais. Et là, cette fois, elle est sur scène, on sent ses vibrations. C'est assez génial. Et juste pour parler esthétiquement de ce qu'on voit, il y a en effet ce que vous avez dit, c'est-à-dire des blocs géométriques gris anthracite, très imposants, très massifs, qui, eux, sont les portes de Thèbes. Et là, on sent bien que la cité, elle est supérieure aux individus. Et puis, cette masse de gens, le peuple, les peuples, chaque cité est représentée par des éléments. Thèbes, c'est la terre, Athènes, c'est l'eau, donc tout ça est très symbolique. Mais ces gens, ils sont vêtus et coiffés de choses absolument incroyables. Les femmes ont sur la tête des bouquets champêtres, des fleurs, des cornes de cerf, des bois de cerf pour certains, des crêtes punk, c'est pour ça que je parlais, pour les hommes. Visuellement, c'est quand même assez étonnant. Ils nous proposent une vraie expérience, Wajdi Mouawad. Oui, puis des références qui vont absolument dans tous les sens. C'est-à-dire que, par exemple, les fameux hommes à crête dont vous parlez, ça pourrait être des samouraïs. Il y a des choses un peu hindoues. Il y a du mythe antique. Ça m'a fait penser aussi à des spectacles du Théâtre du Soleil, moi, parce qu'il y a quand même quelque chose dans le goût du costume et de l'ailleurs qui est extrêmement assumé. Anna Sigalevitch, vous en avez pensé quoi ? Oui, moi je suis complètement d'accord avec Marie sur l'importance du prologue. En effet, de nous mettre dans la position du sage et dans la façon aussi qu'a Wajdi Mouawad d'accueillir et de faire participer tout le monde à l'histoire qu'il raconte. C'est quand même une façon de mettre les gens ensemble, parce que quand même, il part d'Europe, il part de très loin pour arriver donc jusqu'au viol avec toute cette lignée maudite des Labdacides. Il y a plusieurs choses. Il y a en effet cette façon de nous mettre, nous, spectateurs, dans la position du sage. Et il y a une autre chose qui, je trouve, très importante, c'est, ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ça ne l'est pas, c'est la façon dont il place les surtitres. Les surtitres, il les met dans le cadre de scène, ce qui est une chose qui est souvent compliquée et problématique sur à le l'opéra. décor, sur les pans de Sur mur, le décor, à c'est l'intérieur vraiment, de voilà. tableaux. D'ailleurs, c'est assez risqué par moments, ça bug un tout petit peu, mais bon, ça c'est pas grave, c'était la première. Mais en tout cas, il fait vraiment cet effort-là. Bon, c'est pas le premier, Chéreau le faisait, de mettre dans le cadre de scène le plus possible. Mais pour moi, ça raconte vraiment la volonté de Mouawad à mettre en scène cette histoire, à mettre ensemble les gens et à nous prendre du début à la fin. Et on sent vraiment... Je trouve qu'il est courageux avec cette œuvre, qui est une œuvre extrêmement difficile, qui raconte en plus, c'est pas comme chez Sophocle où c'est une partie de la vie d'Oedipe, c'est vraiment de la naissance à la mort, et il met tout en scène. Alors, on peut dire, oui, il met peut-être un peu trop tout en scène, est-ce que par moment il n'y a pas un côté un petit peu premier degré, un tout petit peu illustratif ?
peut-être, mais en tout cas, moi je salue cette volonté d'être intelligible, d'être audible, d'être compréhensible et d'embarquer les spectateurs de la première seconde avant que la musique commence jusqu'à la fin. On va écouter la musique, on en a peu parlé encore, Enesco n'est pas très connu. On écoute un petit extrait, c'est le début du dernier tableau, donc Oedipe rentre en scène accompagné de sa fille Antigone, il arrive près d'une fontaine où il va mourir. La fontaine, conduis-moi. Assieds-moi. Trempe dans l'eau tes doigts. Voilà, c'est ça, Enesco. On disait hors antenne, c'est un peu du sous Wagner, un peu du sous Debussy. C'est pas forcément une œuvre majeure, mais néanmoins bien interprétée par notamment ce chanteur, qui en fait a le seul vrai rôle parce que tous les autres chanteurs ont une ou deux scènes. Lui, il est là presque tout du long à partir du moment où Oedipe est adulte, et c'est donc Christopher Maltman. Anna, Qui est fabuleux, qui est vraiment un acteur-chanteur absolument incroyable, il incarne le rôle avec un engagement qui est hors du commun, et autant théâtralement que vocalement, hein, c'est vraiment les deux. Moi, cette scène où il est à l'acte 3, où la vérité lui est révélée, où tout d'un coup on oscille entre le théâtre, le parler chanter, tout d'un coup des cris qui sortent, il y a quelque chose d'expressionniste. Ce qu'il fait, c'est absolument phénoménal. D'ailleurs, l'écriture musicale est très intéressante, je trouve, à ce moment-là. Elle est, à certains moments, hein, il y a cette scène avec la Sphinge qui est aussi très forte, qui est jouée par Clémentine Marguenne, une mezzo. Là, ça lui va vraiment très bien, je dois dire, ce rôle, une sorte de mélopée, de glissandi, comme ça, très étrange, sorcière, en fait. voilà, de sorcière, avec une ambiance sonore au départ, faite de chromatisme un peu orientalisante. Enfin, voilà, la musique d'Enesco, elle est très savante, elle est très référencée, elle est voilà, il y a une maîtrise de la matière orchestrale qui est incontestable. Après, moi, je dois dire que j'ai eu un peu de mal quand même à rentrer dans l'œuvre, et que j'ai été souvent déroutée, je comprenais pas bien où j'étais, parce que voilà, vous le disiez, Richard Strauss n'est pas loin, Wagner n'est pas loin non plus, Debussy, Stravinsky à la fin de l'acte 2, hein, par exemple, notamment dans cette grande cérémonie. Moi, j'ai entendu aussi ça. C'est très savant, je pense que c'est hyper difficile à chanter pour les solistes, mais aussi pour les chœurs. Quel travail pour les chœurs incroyable, hein, notamment cet acte 2 avec les canons comme ça. Enfin, je pense que c'est vraiment très, 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 très difficile. Et alors, moi, j'ai observé ça. Oui, c'est intéressant. Et en même temps, qui est Enesco et
où est vraiment Enesco là-dedans, ben, il y a des moments, il y a des éclats, mais de bout en bout, je peux pas dire que j'ai été totalement emballée musicalement. Malgré une excellente direction d'Ingo Messmacher. Oui, tout à fait, du chef allemand, Ingo Messmacher. En fait, on oublie un peu parfois qu'il y a vraiment de la musique, ce qui n'est pas forcément bon signe, et en même temps qui est bon signe pour la mise en scène, c'est-à-dire qu'elle transcende des petits manques ou une inadaptation peut-être de la pièce au lieu de l'Opéra Bastille. Marie, Ah oui, totalement. Moi, je me suis tellement laissée prendre par la mise en scène qui est massive, hein, on l'a dit, elle est présente, elle nous lâche pas une seconde, il n'y a pas de moment de blanc, il n'y a pas de moment de calme, ils sont tous là, ils sont très nombreux, elle est très visuelle, donc je pouvais totalement oublier la musique, je suivais le livret, c'est vrai qu'il y a un livret qui est assez étonnant, on n'a pas parlé, mais c'est beau, hein, c'est beau, le texte est beau. La fin est un peu redondante, je trouve. Le C'est un peu quatrième long, acte, mais bon, c'est un peu dans son jus, il y a un côté très marqué du point de vue de l'époque, mais moi j'étais bien... Il y a un côté désuet qui, moi, m'a assez plu, en fait, dans ce livret que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai été assez fascinée, il faut le dire, par le fil. Alors, c'est un fil très classique que tire Wajdi Mouawad, mais sur cette dichotomie lumière-obscurité, pour la faire courte, qui est quand même le fondement de ce mythe d'Oedipe. Et il l'incarne sur scène par un énorme oculus noir qui apparaît à l'acte 2, je crois, alors qu'il y a à la fois un tunnel, le lac des enfers, c'est l'obscurité, et en même temps, il est tellement massif qu'il nous happe. On est complètement, on a l'impression qu'on va être enveloppé par cette mer noire qui est là sur scène, jusqu'au moment où on va tomber aussi. Il y a une sensation de vertige assez étonnante, jusqu'au moment où justement la sphinge dont vous parlez, qui est quand même une partie assez belle de cette mise en scène, il a réussi à en faire quelque chose, arrive dans cet oculus qui se transforme comme une paroi de cerveau. On ne sait pas trop où elle est habillée de façon très étrange, elle est chauve comme ça fait un peu peur. En fait, elle sort d'une espèce de grande pupille plombée, disons, ça comme ça. Il y a quelque chose d'une image horrifique, très cinématographique en fait. Et ça fonctionne assez bien. À la fois on la craint, en même temps on la regarde. Je trouve qu'en termes de mise en scène, là aussi, il y a un vrai acte posé qui fonctionne sur le public. Oedipe, c'est à l'Opéra de Paris, mise en scène Wajdi Mouawad et à la direction Ingo Messmacher. C'est donc à l'Opéra de Paris, c'est jusqu'au 14 octobre prochain. Ce jour-là, le spectacle sera également retransmis en direct sur Médicis TV et sur une plateforme qui s'appelle l'Opéra chez soi. Je signale aussi qu'il sera diffusé sur France Musique le 30 octobre. Et que Wajdi Mouawad sera l'invité de la grande table d'Olivier Gesbert mardi prochain. La grande table critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Anna Sigalevitch, merci Marie Sorbier à la préparation. Il y a Aïssatou Ndoye et Boris Pinault à la réalisation Perry Legras et à la technique. Aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la grande table critique sur l'application Radio France.